La porte explosa sous les coups. Aurélien Marchand sursauta dans son fauteuil en cuir, renversant son verre de Talisker sur le tapis perçant. Les flammes dans la cheminée de pierre vacillèrent comme si elles aussi avaient pris peur. Dehors, la tempête rugissait avec une violence qu'il n'avait pas vue depuis des décennies sur cette côte bretonne. Les volets de la propriété de Kervéan claquaient contre les murs de granit comme des condamnés cherchant à s'échapper. Le vent de l'Atlantique hurlait à travers les falaises, portant avec lui l'odeur âcre du sel et des algues arrachées aux rochers. Les coups reprirent, plus forts, plus désespérés. « Merde !» grogna Aurélien en se levant péniblement. Ses genoux craquèrent. 62 ans, arthrose naissante, trop d'années passées derrière des bureaux à écraser d'autres hommes pour bâtir son empire immobilier. Il traversa le salon aux murs lambrissés de chêne, ses pantoufles écossaises glissant sur le parquet ciré. Chaque meuble de cette demeure du XIXe siècle respirait l'opulence discrète. Les bibliothèques remplies de livres qu'il ne lisait plus. Les tableaux de maîtres bretons accrochés au mur, les lustres en cristal de Bohême éteints depuis la mort d'Élisabeth. Il détestait les intrusions. Depuis 5 ans, depuis que le cancer avait dévoré sa femme en 6 mois atroces, Aurélien avait choisi l'isolement. Plus de dîners mondains à Quimper, plus de galas de charité à Rennes, plus de sourires forcés devant des gens qui ne voulaient que son argent ou ses relations. Juste lui, cette baraque trop grande, l'océan qui grondait jour et nuit, et assez de whisky pour noyer les regrets. Les coups continuaient. Quelqu'un tambourinait maintenant, accompagné d'une voix étouffée par le vent. « À l'aide, s'il vous plaît !» Une voix de femme, jeune, terrifiée. Aurélien hésita, la main sur la poignée de la porte massive en chêne. Ses instincts d'homme d'affaires lui criaient de se méfier. On n'ouvrait pas sa porte à des inconnus, pas dans ce monde. Surtout pas dans une propriété isolée comme Kervéan, perchée à 3 kilomètres du village de Penmark, accessible uniquement par une route sinueuse qui longeait des précipices vertigineux. Mais quelque chose dans l'urgence de cette voix. Il tourna la clé, tira le verrou et ouvrit. Le spectacle le figea. Une femme se tenait sur le perron de pierre, trempée de la tête aux pieds, ses cheveux châtains collés sur son visage blême. Elle portait un anorak bleu marine déchiré à l'épaule, un jean boueux, des baskets qui avaient perdu toute couleur sous la pluie. Mais ce n'était pas elle qui avait arraché un juron à Aurélien. C'étaient les 3 enfants agglutinés contre elle. Le plus grand, un garçon d'environ 8 ans, le fixait avec des yeux noirs, aussi durs que des galets. Son blouson rouge était déchiré, révélant un t-shirt Pokémon trempé. À côté de lui, une fillette de 6 ans peut-être serrait contre sa poitrine un lapin en peluche grisâtre dont une oreille pendait lamentablement. Elle tremblait de tout son corps. Et dans les bras de la femme, un petit garçon de 4 ans tout au plus, le visage enfoui dans le cou maternel, pleurait avec des sanglots qui déchiraient la nuit. « Je vous en supplie, monsieur, » dit la femme d'une voix brisée. « Notre voiture, elle a dérapé, on a failli. Les enfants sont gelés, juste pour la nuit, je vous en supplie. » Aurélien resta immobile, ses mains agrippées au chambranle de la porte. Son cerveau calculait. Des escrocs? Une arnaque sophistiquée? Il avait entendu parler de ces histoires, des familles qui feignaient la détresse pour s'introduire chez les riches, voler ou pire. Mais ces enfants, leurs lèvres bleuies, leur corps secoué de frissons violents. Impossible de feindre ça. « Où est votre voiture ?» demanda-t-il sèchement. La femme fit un geste vague vers l'obscurité hurlante derrière elle. « À 500 mètres, dans le virage avant votre propriété. Elle a glissé. J'ai cru qu'on allait tomber dans le vide. » Aurélien connaissait ce virage, un tournant en épingle à cheveux, sans garde-fou, où la route n'était qu'à quelques mètres du précipice. Par beau temps, c'était déjà dangereux. Par cette tempête, vous avez un téléphone. Il est tombé dans la boue quand j'ai sorti les enfants, et le vôtre. Elle regarda les fenêtres éclairées derrière lui. « S'il vous plaît, monsieur, juste pour cette nuit, on partira dès l'aube. » Le petit garçon dans ses bras poussa un gémissement aigu. Aurélien vit ses petites mains bleues s'accrocher désespérément au cou de sa mère.
Quelque chose céda en lui. Peut-être était-ce le whisky, peut-être la solitude, peut-être le souvenir d'Élisabeth qui, elle, n'aurait jamais hésité. « Entrez !» lâcha-t-il en reculant. Le vestibule de Kervéan sembla rétrécir avec l'arrivée de ces 5 présences mouillées. L'eau de pluie forma immédiatement des flaques sur le carrelage en damier noir et blanc. La femme referma la porte derrière elle avec une gratitude palpable, appuyant son front contre le bois massif comme pour remercier silencieusement le ciel. « Merci », murmura-t-elle. « Merci infiniment. » Aurélien les observa sous la lumière du lustre en fer forgé. Maintenant qu'ils étaient à l'abri, il pouvait mieux les détailler. La femme avait une trentaine d'années, peut-être moins, difficile à dire avec ce visage marqué par l'épuisement. Des cernes violacées creusaient ses yeux noisettes. Une fine cicatrice blanche courait le long de sa mâchoire gauche, presque invisible mais là, témoignage d'un accident ancien. Ses mains, agrippées au petit garçon, étaient abîmées, les ongles courts et rongés. Les enfants étaient encore plus pitoyables à la lumière. Le garçon de 8 ans n'avait pas bougé, planté près de la porte comme un petit soldat en territoire ennemi. Ses yeux noirs scrutaient chaque recoin du vestibule avec une méfiance féroce. La fillette, elle, contemplait le lustre avec émerveillement, ses grands yeux bleus ronds comme des soucoupes. Le petit continuait de pleurer doucement, son corps secoué de frissons incontrôlables. « Et il faut leur enlever ces vêtements mouillés », dit Aurélien d'un ton sec, retrouvant ses réflexes d'efficacité. « Ils vont attraper une pneumonie. Suivez-moi. » Il les guida à travers le couloir principal, allumant les appliques murales une à une. La femme et les enfants progressaient lentement, laissant derrière eux une traînée humide sur le parquet. Aurélien les conduisit vers l'aile est de la propriété, celle qu'il n'utilisait jamais, celle qu'Élisabeth avait aménagée jadis pour accueillir leurs petits-enfants hypothétiques qui n'étaient jamais venus. « Il y a 3 chambres ici », expliqua-t-il en ouvrant une première porte. « Celle-ci pour vous, les 2 autres pour les enfants. La salle de bain est au fond du couloir. » La chambre était vaste, au mobilier de chêne massif, avec un lit à baldaquin recouvert d'un édredon en plumes. Des rideaux en velours bordeaux encadraient une fenêtre donnant sur l'océan invisible dans la nuit. La femme entra lentement, comme si elle pénétrait dans un sanctuaire interdit. « C'est magnifique », murmura-t-elle. « Je vais vous chercher des vêtements secs », dit Aurélien en ignorant le compliment. « Et des serviettes. Déshabiller les enfants en attendant. » Il se dirigea vers l'armoire d'Élisabeth dans leur ancienne chambre conjugale à l'autre bout de la maison. Ses mains tremblèrent légèrement en ouvrant les portes de cerisier. L'odeur d'Élisabeth s'en échappa encore, ce parfum de lavande et de citron qu'elle adorait. Ses robes étaient toujours là, suspendues comme des fantômes de tissu. Il attrapa un peignoir en éponge blanche, un pullover en cachemire, un pantalon de jogging. Pour les enfants, il dénicha de vieux vêtements que lui-même ne portait plus, un sweatshirt trop large, des t-shirts, des chaussettes épaisses. Quand il revint dans l'aile est, les enfants étaient nus, enroulés dans les draps du lit, leurs petits corps encore secoués de tremblements. La femme, elle, n'avait pas encore retiré ses vêtements, pudique devant cet étranger. « Tenez », dit Aurélien en déposant le tas de vêtements sur une chaise, « je vais faire du feu dans le salon et préparer quelque chose de chaud. »« Vous êtes très gentil, » dit la femme, et pour la première fois, elle le regarda vraiment. Son regard s'attarda sur lui une fraction de seconde de trop, comme si elle le reconnaissait. Mais avant qu'Aurélien ne puisse analyser cette expression, elle détourna les yeux. « Je m'appelle Inès Garnier. » Elle désigna les enfants tour à tour. « Voici Théo, mon aîné, Chloé, et Marius, le petit. » Aurélien hocha la tête sèchement. « Aurélien Marchand, changez-vous, je reviens dans 10 minutes. » Dans la cuisine immense, aux murs carrelés de faïence blanche, Aurélien prépara machinalement du chocolat chaud. Ses gestes étaient automatiques. Lait entier dans une casserole en cuivre, chocolat noir râpé, une pincée de cannelle comme Élisabeth le faisait. Dehors, la tempête redoublait de violence. Les branches du vieux chêne dans le jardin griffaient les vitres avec des crissements sinistres. Quelque chose le dérangeait, ce regard qu'Inès lui avait lancé.
Cette fraction de seconde où ses yeux avaient brillé avec, quoi exactement? De la reconnaissance, de la haine, de la peur. Il secoua la tête. Le whisky le rendait paranoïaque. C'était juste une pauvre femme prise dans une tempête, rien de plus. Pourtant, il laissa le lait chauffer et retourna dans le vestibule. Les affaires mouillées de la famille étaient entassées près de la porte. Les anoraks, les chaussures, un sac à dos bleu marine. Aurélien hésita, puis s'accroupit et ouvrit le sac. Des vêtements de rechange, des couches pour le petit, un livre de coloriage, des crayons. Et au fond, enveloppé dans un sac plastique, une photographie. Aurélien la sortit avec précaution. C'était un cliché ancien, jauni par le temps, ses bords cornés. On y voyait une vingtaine de personnes alignées devant un bâtiment moderne en verre et acier. Un logo était visible sur la façade. Marchand Développement, son ancienne entreprise. Le cœur d'Aurélien se serra. Il scruta les visages sur la photo. Au premier rang, une jeune femme d'une vingtaine d'années, souriante, les cheveux courts, vêtue d'un tailleur strict. À côté d'elle, une main posée affectueusement sur son épaule, se tenait Elisabeth, élégante dans sa robe bleu marine, son sourire radieux immortalisé pour l'éternité. Et cette jeune femme au premier rang. Aurélien plissa les yeux, rapprocha la photo de la lumière. C'était Inès, 20 ans plus jeune. Mais c'était elle, aucun doute possible. Vous cherchez quelque chose. La voix le fit se redresser brutalement. Inès se tenait dans l'encadrement de la porte, vêtue du peignoir blanc trop grand pour elle, ses cheveux encore humides tombant sur ses épaules. Son visage était indéchiffrable, mais ses mains, crispées sur le tissu éponge, trahissaient une tension extrême. Aurélien brandit la photo. « Vous étiez qui ?» Inès ne répondit pas immédiatement. Ses yeux se posèrent sur le cliché, puis sur le visage d'Aurélien, puis de nouveau sur la photo. Un long silence s'installa, troublé seulement par le rugissement lointain de la tempête et le tic-tac de l'horloge comtoise dans le couloir. « Votre comptable », dit-elle finalement, sa voix étrangement calme. « Il y a 20 ans, Inès Bertrand à l'époque, avant mon mariage. » Le sang d'Aurélien se glaça. Des bribes de souvenirs affluèrent, fragmentés, douloureux. Une jeune femme brillante, travailleuse acharnée, toujours la première arrivée au bureau, toujours la dernière partie, une affaire immobilière qui avait mal tourné, des irrégularités comptables, un scandale qui menaçait de tout détruire. Et lui, Aurélien Marchand, titan de l'immobilier breton, qui avait eu besoin d'un bouc émissaire. « Mon Dieu !» murmura-t-il. Inès avança lentement vers lui, pieds nus sur le carrelage froid. Elle lui prit doucement la photo des mains, la contempla avec une expression illisible. « Vous ne vous souvenez même pas de moi, n'est-ce pas ?» dit-elle sans le regarder. « 20 ans. J'étais juste un nom sur une lettre de licenciement. Un problème résolu d'un trait de stylo. Inès. Bertrand. » Aurélien fouilla frénétiquement sa mémoire. L'affaire du lotissement de Concarneau, les comptes falsifiés. C'était... Ah, c'était votre directeur financier, Paul Kermarek, compléta Inès d'une voix blanche. Mais il avait trop de relations, trop d'influence. Alors vous m'avez sacrifié. J'avais 23 ans. J'étais enceinte de 4 mois et vous m'avez jeté au loup. Aurélien recula d'un pas comme giflé. Les pièces du puzzle se mettaient en place avec une clarté aveuglante. Le licenciement, le scandale étouffé, les mensonges nécessaires pour sauver l'entreprise, et Elisabeth. Mon Dieu, Elisabeth qui avait pleuré pendant des semaines, qui l'avait supplié de revenir sur sa décision, qui l'avait traité de lâche et de monstre. Pourquoi, souffla-t-il, pourquoi maintenant? Pourquoi ici? Inès releva enfin les yeux vers lui. Et dans ce regard, Aurélien vit quelque chose qui le terrifia bien plus que la colère ou la haine. Il vit une détermination froide, calculée, patiente. « Parce que, dit-elle lentement, il est temps que vous payiez. » Le chocolat chaud avait brûlé dans la casserole. L'odeur âcre de lait cramé envahissait la cuisine, où Aurélien et Inès se faisaient face, séparés par la grande table en chêne massif. Dehors, la tempête hurlait toujours, mais dans cette pièce, le silence était plus violent que n'importe quel orage.
Je n'ai rien fait d'illégal, dit Aurélien, sa voix retrouvant peu à peu son autorité d'homme d'affaires. Vous étiez la comptable en charge du dossier Concarneau. Les irrégularités sont apparues sous votre supervision. J'ai agi conformément. Conformément à quoi? Coupa Inès, sa voix montant d'un cran. Au conseil de vos avocats? À votre peur de perdre des parts de marché? Vous saviez que c'était Kermarek? Tout le monde le savait, mais il jouait au golf avec les élus régionaux, il dînait avec vos investisseurs. Alors vous avez préféré briser la vie d'une gamine qui n'avait personne pour la défendre. Elle s'assit lourdement sur une chaise, ses jambes semblant soudain ne plus pouvoir la porter. Ses mains tremblaient. « Vous savez ce qui s'est passé après ?» reprit-elle d'une voix plus basse, plus dangereuse. « J'ai été blacklistée. Aucune entreprise ne voulait embaucher la comptable du scandale marchand. J'ai dû travailler comme caissière à Carrefour. Enceinte de 8 mois, debout 8 heures par jour, à scanner des articles pour 6 € de l'heure. Mon mari, Thomas, il était ouvrier sur les chantiers navals de Lorient. Un type bien, solide, mais il a vu sa femme humiliée, traînée dans la boue par la presse locale, incapable de payer les factures. Ça l'a détruit. Aurélien s'assit à son tour de l'autre côté de la table. Il voulait parler, se défendre, mais aucun mot ne sortait. Il se sentait pris au piège dans cette cuisine, dans cette maison, dans son propre passé. « Ah, Thomas a pris des risques », continua Inès, les larmes montant maintenant dans ses yeux. « Des chantiers dangereux, des heures supplémentaires avec des équipements défectueux. Il voulait nous sortir de là, nous offrir une vie décente. Et un jour, il y a 3 ans, une grue mal entretenue s'est effondrée. Elle se tut. Le silence qui suivit fut plus éloquent que n'importe quel discours. 3 enfants, murmura-t-elle en fixant ses mains abîmées. 3 bouches à nourrir. Des loyers impayés, des dettes qui s'accumulent, et pendant ce temps, Aurélien Marchand vit dans sa forteresse de granit, boit son whisky à 60 € la bouteille et dort sur ses millions. Aurélien ferma les yeux. La culpabilité, enfouie depuis 20 ans sous des couches de rationalisation et d'oubli volontaire, remontait maintenant comme une marée noire. Il se revoyait signer ce papier de licenciement, le visage impassible, tandis qu'Élisabeth le suppliait de réfléchir. Il se souvenait de sa voix à lui, froide, professionnelle. « C'est les affaires, Élisabeth. Le monde n'est pas tendre. »« Que voulez-vous » demanda-t-il finalement, rouvrant les yeux. « De l'argent » Inès eut un rire amer. « De l'argent ? Vous croyez vraiment que je suis venu ici pour de l'argent ? Alors quoi ?» Elle se pencha en avant, ses yeux noisettes brûlant d'une intensité féroce. « Je veux que vous reconnaissiez ce que vous avez fait. Je veux que vous admettiez que vous avez brisé ma vie par lâcheté et calcul. Je veux que vous portiez le poids de votre conscience. Et ensuite, Inès haussa les épaules. « Je ne sais pas. Peut-être que ça suffira. Peut-être que ça ne suffira jamais. Mais au moins, vous saurez. Vous ne pourrez plus prétendre être l'homme honorable que vous jouez à être. » Aurélien se leva brusquement, faisant grincer sa chaise sur le carrelage. Il se dirigea vers la fenêtre, observa les ténèbres rugissantes dehors. Son reflet fantomatique le fixait dans la vitre, un vieil homme aux cheveux gris, aux épaules voûtées, aux yeux creusés par la solitude. « Élisabeth le savait, » dit-il soudain, sa voix à peine audible. « Elle a essayé de vous retrouver, après, des années après. Elle voulait réparer, à sa façon. » Inès se raidit. « Quoi ?» Aurélien se retourna. « Ma femme ne m'a jamais pardonné. Cette affaire, votre licenciement, ça a empoisonné notre mariage. Elle disait que j'avais vendu mon âme, que j'étais devenu un monstre. Alors, il y a environ 10 ans, elle a engagé un détective privé pour vous retrouver. Elle voulait vous offrir de l'argent, beaucoup d'argent, une réparation, elle appelait ça. Elle ne m'a jamais contacté, souffla Inès, parce que vous avez refusé. Le détective vous a approché. Vous avez dit que vous ne vouliez rien qui vienne de nous, que notre argent était sale. » Inès se leva à son tour, chancelante. Ce détail, elle s'en souvenait maintenant. Un homme en costume qui l'avait abordé devant l'école de Théo
lui parlant d'une compensation généreuse de la part d'une ancienne connaissance. Elle l'avait envoyé paître, croyant à une arnaque. « C'était elle », murmura Inès. « Votre femme, Elisabeth », confirma Aurélien. « Elle est morte en me haïssant. Le cancer l'a prise en 6 mois. À la fin, elle ne voulait même plus que je sois dans la même pièce qu'elle. Elle disait qu'elle ne pouvait pas partir en paix en sachant que nous vous avions détruite. » Les larmes coulaient maintenant librement sur les joues d'Inès. Non pas de colère, mais de quelque chose de plus complexe, un mélange de tristesse, de rage impuissante et d'une compassion inattendue pour cette femme qu'elle n'avait jamais vraiment connue, mais qui avait porté sa culpabilité jusqu'à la tombe. Des pas résonnèrent soudain dans le couloir. Théo apparut dans l'embrasure de la porte, vêtu d'un sweatshirt trop grand qui lui tombait jusqu'aux genoux. Son regard noir passa de sa mère à Aurélien, suspicieux et dur. « Maman ?» dit-il d'une voix méfiante. « Ça va ?» Inès s'essuya rapidement les yeux, se composant un visage. « Oui, mon chéri, tout va bien. Retourne te coucher. »« Pourquoi tu pleures ?»« Ce n'est rien, juste la fatigue. » Mais Théo ne bougeait pas. Il fixait Aurélien avec une intensité troublante pour un enfant de 8 ans. « C'est lui, hein ?» dit-il soudain. « C'est lui dont tu parles tout le temps. Théo, c'est le monsieur méchant qui t'a fait du mal. » Le silence qui suivit fut écrasant. Aurélien sentit son cœur se serrer douloureusement dans sa poitrine. Ce gamin, ce petit garçon au regard trop vieux pour son âge, avait entendu toute l'histoire. Combien de fois Inès avait-elle pleuré devant ses enfants en maudissant le nom de Marchand? « Va dormir, Théo !» répéta Inès plus fermement. Cette fois, le garçon obéit, mais pas avant d'avoir lancé un dernier regard à Aurélien, un regard qui disait clairement « Je te surveille, je ne te fais pas confiance ». La nuit avança avec une lenteur insupportable. Aurélien ne dormit pas. Allongé dans son lit immense, dans cette chambre qu'il avait jadis partagée avec Elisabeth, il fixait le plafond en stuc, écoutant la tempête se déchaîner et les craquements de la vieille maison. Ses pensées tournaient en boucle, déchirant les voiles de rationalisation qu'il avait tissés pendant 2 décennies. Était-il vraiment un monstre? Avait-il vraiment sacrifié une innocente par pur calcul? Il se rappelait l'homme qu'il avait été à 40 ans, ambitieux, impitoyable, obsédé par la réussite. Il se rappelait les réunions avec ses avocats, les discussions stratégiques. « Il faut quelqu'un pour porter le chapeau », avait dit Maître Leblanc, son conseil juridique. « Sinon, c'est toute l'entreprise qui coule, 200 emplois, votre réputation, tout. » Et Aurélien avait choisi. Il avait regardé les dossiers de ses employés et avait choisi le plus vulnérable, le plus isolé, le plus facile à sacrifier. Inès Bertrand, jeune, sans réseau, sans avocat personnel. Le bouc émissaire parfait. Il se leva, incapable de rester allongé plus longtemps. Il enfila sa robe de chambre et descendit au rez-de-chaussée. Dans son bureau lambrissé, il alluma la lampe Tiffany et sortit une vieille boîte en métal du fond d'un tiroir. À l'intérieur, des documents jaunis, des coupures de presse, des lettres. Il trouva ce qu'il cherchait, un article du Télégramme de Brest, daté de 20 ans auparavant. Scandale financier chez Marchand Développement, une comptable mise en examen. Et en plus petit caractère, Inès Bertrand, 23 ans, clame son innocence. Il y avait une photo d'elle, prise à la sortie du tribunal, jeune, terrifiée, les mains protégeant son ventre arrondi sous un manteau bon marché. Aurélien ferma les yeux, submergé par la honte. Un bruit le fit sursauter, il se retourna. Théo se tenait dans l'encadrement de la porte du bureau, immobile comme une petite statue dans son sweatshirt trop grand. Combien de temps était-il là? « Tu ne dors pas ?» demanda Aurélien d'une voix rauque. Le garçon ne répondit pas immédiatement. Il entra lentement dans le bureau, observant les meubles, les livres, les diplômes encadrés au mur. Son regard se posa sur l'article de journal dans les mains d'Aurélien. « C'est ma mère ?» demanda-t-il. Aurélien hésita, puis acquiesça. « Oui, il y a longtemps. » Théo s'approcha, prit délicatement l'article,
le lut avec une concentration impressionnante pour son âge. Quand il releva les yeux, il brillait d'une colère froide. « Pourquoi tu as fait ça ?»« Je... » Aurélien chercha ses mots. Comment expliquer à un enfant les compromis du monde adulte, les zones grises de la morale? Je pensais que c'était nécessaire pour sauver mon entreprise, pour protéger d'autres emplois. C'est des conneries, lâcha Théo. Le mot sonnait étrange et brutal dans la bouche d'un enfant. Théo, maman dit que les adultes trouvent toujours des excuses pour faire des trucs moches. Le garçon reposa l'article sur le bureau avec un soin méticuleux. Elle dit que c'est facile de se cacher derrière des grands mots. Mais au final, t'as juste été lâche. La vérité, crue et simple, sortit de la bouche d'un enfant de 8 ans. Aurélien sentit quelque chose se briser en lui. Un barrage qu'il avait patiemment construit depuis 2 décennies. « Tu as raison, » murmura-t-il. « J'ai été lâche. » Théo le fixa un long moment, cherchant peut-être le mensonge, la manipulation. Mais il ne trouva que la fatigue et le regret sur le visage d'Aurélien. « Est-ce que tu vas nous faire du mal ?» demanda soudain le garçon, sa voix se brisant légèrement. « Maman dit qu'elle veut juste que tu reconnaisses, mais moi j'ai peur que tu... » « Non, coupa Aurélien fermement. « Non, petit, jamais, vous êtes en sécurité ici. »« Promis ? Promis ?» Théo hocha lentement la tête, toujours méfiant, mais quelque chose dans son regard se détendit imperceptiblement. Il fit demi-tour pour sortir, puis s'arrêta sur le seuil. « Elisabeth, » dit-il sans se retourner. « C'était ta femme? Celle sur la photo? » « Oui, elle avait l'air gentille. » Elle l'était. Maman dit qu'elle a essayé de nous aider, mais que maman était trop fière pour accepter. » Théo se retourna enfin. « Des fois, je me demande si on aurait dû accepter. Peut-être que papa serait encore là. » Et avant qu'Aurélien ne puisse répondre, le garçon disparut dans l'obscurité du couloir, le laissant seul avec ses fantômes et ses regrets. L'aube se leva sur Kervéan sans apporter de répit. La tempête avait faibli durant la nuit, mais le ciel restait d'un gris métallique menaçant, chargé de pluie. Les vagues continuaient de marteler les falaises avec une régularité hypnotique, projetant des gerbes d'écume qui venaient s'écraser contre les vitres du rez-de-chaussée. Aurélien n'avait pas dormi. Il était resté dans son bureau jusqu'aux premières lueurs du jour, ressassant sa conversation avec Théo, relisant de vieux documents qu'il aurait préféré oublier. À 6 heures, il descendit à la cuisine préparer du café, ses gestes mécaniques trahissant une fatigue qui allait bien au-delà du physique. Il trouva Inès déjà installée à la grande table, vêtue du pull en cachemire d'Elisabeth qui semblait l'engloutir. Elle tenait entre ses mains une tasse de thé fumante et fixait par la fenêtre l'océan déchaîné. Elle ne se retourna pas quand Aurélien entra. « La route sera impraticable pendant au moins 2 jours, » dit-il en remplissant la cafetière italienne. « J'ai appelé la mairie de Penmarch ce matin. Un éboulement a bloqué le passage. Les équipes de voirie n'interviendront pas avant que la météo se stabilise. » Inès acquiesça lentement, sans le regarder. « Nous sommes donc prisonniers. On peut voir ça comme ça. » Un silence lourd s'installa, ponctué seulement par le gargouillis du café sur le feu et le rugissement lointain de l'océan. Aurélien versa le café noir dans une tasse en porcelaine, y ajouta une cuillère de sucre et vint s'asseoir face à Inès. « Théo est venu me voir cette nuit, » dit-il finalement. Inès tourna enfin la tête vers lui, surprise. « Quoi ? » ?»« Dans mon bureau. Il m'a trouvé en train de lire de vieux articles sur l'affaire. Il m'a demandé pourquoi j'avais fait ça. Aurélien but une gorgée de café brûlant. Il m'a traité de lâche. Inès baissa les yeux sur sa tasse. Il n'aurait pas dû. Je suis désolé. Ne le sois pas, il a raison. Aurélien posa sa tasse avec un cliquetis sec. J'ai passé la nuit à réfléchir, à me remémorer cette période. Et tu sais ce qui me terrifie le plus ? Ce n'est pas d'avoir fait ce choix. C'est d'avoir réussi à dormir tranquille pendant 20 ans. Inès releva les yeux. Et il y vit quelque chose qu'il n'avait pas anticipé. Non pas de la satisfaction, mais une tristesse profonde, presque compatissante. « Elisabeth ne t'a jamais pardonné ?» demanda-t-elle doucement. « Jamais. » Aurélien sentit sa gorge se serrer. « Elle est morte en me méprisant. Les derniers mois,
Quand le cancer la rongeait, elle refusait que je la touche. Elle disait qu'elle ne voulait pas partir en emportant le contact d'un homme qui avait détruit une innocente pour sauver sa réputation. Pourquoi tu ne l'as pas écoutée? À l'époque, je veux dire, pourquoi tu ne m'as pas défendu? Aurélien ferma les yeux. Parce que j'avais peur. Peur de tout perdre. Mon entreprise, ma fortune, mon statut. Kermarek avait des appuis politiques puissants. S'en prendre à lui, c'était risquer de se mettre à dos la moitié de l'élite régionale. Toi, tu n'étais personne. Juste une jeune comptable brillante, mais sans relation. Le choix était évident, froidement logique, monstrueusement lâche. Des pas résonnèrent dans l'escalier. Chloé apparut dans la cuisine, traînant son lapin en peluche défraîchie, ses cheveux blonds emmêlés encadrant son petit visage ensommeillé. Elle s'arrêta en voyant les deux adultes, ses grands yeux bleus passant de l'un à l'autre avec une intuition enfantine des tensions. « Bonjour maman », murmura-t-elle d'une petite voix. Inès ouvrit immédiatement les bras. « Viens ma puce, tu as bien dormi ?» Chloé se blottit contre sa mère, hochant la tête contre sa poitrine. Mais son regard resta fixé sur Aurélien, curieux et légèrement craintif. « Tu es le monsieur de la grande maison ?» demanda-t-elle. « Oui », répondit Aurélien avec un sourire forcé. « Je m'appelle Aurélien. C'est joli chez toi. C'est comme un château. » Elle resserra son étreinte sur son lapin. « Il s'appelle Pan Pan. Papa me l'a donné quand j'étais petite. » Le cœur d'Aurélien se serra. Cette innocence, cette capacité à voir la beauté, malgré tout. Il pensa à Thomas Garnier, l'ouvrier qu'il n'avait jamais connu, écrasé sous une grue parce que la vie l'avait poussé à prendre des risques insensés. « C'est un très beau lapin, » dit-il doucement. « Tu veux des céréales ou des tartines ?» Chloé réfléchit sérieusement à la question. « Des tartines avec de la confiture de fraises. Je vais voir ce que j'ai. » Pendant qu'Aurélien préparait le petit déjeuner, Théo et le petit Marius descendirent à leur tour. Théo gardait ses distances, s'installant le plus loin possible d'Aurélien, à table. Mais Marius, trop jeune pour comprendre les noms dits, grimpa directement sur une chaise et réclama du chocolat chaud avec des « s'il vous plaît » adorables. Ils mangèrent dans un silence étrange, presque familial. Le bruit des cuillères contre les bols, les petits rires de Marius qui se barbouillait de chocolat, Chloé racontant à son lapin les aventures de la nuit. Des scènes de normalité qui contrastaient violemment avec la tension sous-jacente. Après le petit déjeuner, Inès débarrassa la table, tandis qu'Aurélien installait les enfants devant la télévision dans le salon. Des dessins animés en français, une chaîne qu'il n'avait pas regardée depuis des années. Quand il revint à la cuisine, Inès nettoyait déjà la vaisselle, ses gestes méthodiques et efficaces. « Laisse, » dit Aurélien en s'approchant. « Tu es mon invité. »« Une invitée ?» Inès eut un rire sans joie. C'est une drôle de façon de voir les choses. Elle se retourna pour lui faire face, les mains encore humides. Son visage avait perdu la dureté de la veille. Il y avait maintenant une vulnérabilité qu'elle ne cherchait plus à cacher. « Je ne sais plus pourquoi je suis venue, » avoua-t-elle dans un murmure. « Au début, c'était clair. Je voulais te confronter, te faire payer. Mais maintenant, je te vois avec mes enfants. Je vois ce vieil homme fatigué et seul, et je ne sais plus quoi ressentir. Tu as le droit de me haïr, » dit Aurélien. « Je sais, mais la haine, c'est épuisant. » Elle s'essuya les mains sur un torchon. Après la mort de Thomas, j'ai passé 2 ans à nourrir cette rage, à me répéter que tout était ta faute, que si tu m'avais défendu, rien de tout ça ne serait arrivé. Mais la vérité, c'est plus compliqué, non? Thomas a fait ses propres choix, moi aussi. La vie n'est pas une équation simple. Tu es en train de me pardonner? Non. Sa voix se durcit légèrement. Je ne te pardonnerai jamais. Mais peut-être que je peux arrêter de laisser cette histoire me définir. Arrêter de laisser ta lâcheté empoisonner le reste de ma vie. Aurélien hocha lentement la tête. C'était plus qu'il ne méritait. Bien plus. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Demanda-t-il. Concrètement, je ne peux pas changer le passé, mais peut-être. Peut-être quoi? Me donner de l'argent?
Inès secoua la tête. « Je ne veux pas de ton argent, ce serait trop facile. L'argent n'efface rien. » « Alors quoi ?» Elle le fixa longuement, comme si elle le jaugeait. « Je veux que tu reconnaisses publiquement ce que tu as fait. Écris une lettre aux journaux locaux. Explique que tu as sacrifié une innocente, que Paul Kermarek était le vrai coupable, que tu as laissé une jeune femme enceinte porter le blâme par pur calcul. Lave mon nom. » Aurélien sentit le sol se dérober sous ses pieds. « Tu te rends compte de ce que tu demandes? Ma réputation? Ta réputation ?» Inès éclata d'un rire amer. « Tu es à la retraite depuis 10 ans. Tu vis reclus dans cette forteresse. Quelle réputation te reste-t-il à protéger? Le nom Marchand signifie encore quelque chose en Bretagne. Mon entreprise existe toujours, même si je ne la dirige plus. Il y a des gens qui... Des gens qui quoi? Qui penseront du mal de toi? » Inès avança vers lui, ses yeux noisettes brillant d'une intensité féroce. « Moi, j'ai perdu mon nom, mon honneur, ma carrière, mon mari. Et maintenant, tu refuses de sacrifier ta précieuse réputation pour réparer au moins une partie du mal que tu as fait. Ce n'est pas si simple. »« Mais si, c'est simple !» cria-t-elle soudain, sa voix se brisant. « C'est même extrêmement simple. Tu écris cette putain de lettre, tu admets ta faute, et tu me laisses enfin reconstruire ma vie sans traîner ce boulet. » Le silence retomba, écrasant. Dans le salon, les dessins animés continuaient leur ritournelle joyeuse, inconscients du drame qui se jouait dans la cuisine. Aurélien s'assit lourdement, sentant son âge peser sur ses épaules comme jamais. « Si je fais ça, je détruis tout. Mes relations d'affaires, mon héritage. Les gens me verront comme un lâche qui a jeté une innocente en pâture pour sauver sa peau. Parce que c'est exactement ce que tu es. » Les mots frappèrent Aurélien comme une gifle. Il voulut protester, se défendre, mais aucun argument ne lui venait. Parce qu'elle avait raison, terriblement, cruellement raison. « Donne-moi du temps, » murmura-t-il finalement, « pour réfléchir. Combien de temps? 20 ans de plus? Non, juste quelques jours. » Inès le dévisagea longuement, puis acquiesça avec lassitude. « De toute façon, nous sommes coincés ici. » Les heures qui suivirent furent étranges. Aurélien et Inès évoluaient dans la maison comme deux fantômes évitant de se croiser, chacun portant le poids de leur non-dit. Les enfants, eux, explorèrent la propriété avec l'enthousiasme de leur âge. Chloé découvrait la bibliothèque immense avec émerveillement, caressant les reliures en cuir avec révérence. Marius jouait aux petites voitures dans le grand couloir, ces bruits de moteur résonnant dans le silence feutré. Théo, plus méfiant, restait proche de sa mère, surveillant chaque mouvement d'Aurélien. En milieu d'après-midi, alors qu'Aurélien se tenait dans son bureau à contempler la pluie battante, Chloé frappa timidement à la porte. « Monsieur Aurélien ?» Il se retourna. « Oui, ma petite, est-ce que je peux regarder les livres ?»« Bien sûr, tu sais lire ?» Elle hocha fièrement la tête. « J'apprends. Maîtresse dit que je lis très bien pour mon âge. » Aurélien sourit, malgré lui. « Alors viens, je vais te montrer ma section jeunesse. » Il la guida vers une étagère dans un coin du bureau, remplie de livres qu'Élisabeth avait achetés jadis dans l'espoir d'accueillir des petits-enfants. Des éditions illustrées de contes classiques, des albums colorés, des romans d'aventure. Chloé ouvrit de grands yeux émerveillés. « Ils sont tous à toi ?» Ils étaient à ma femme. Elle aimait beaucoup les livres pour enfants. Elle disait qu'on n'y trouvait plus de sagesse que dans bien des romans pour adultes. Chloé caressa délicatement la couverture d'une édition du Petit Prince. « Elle est où, ta femme ?»« Elle est morte. Il y a 5 ans. Comme mon papa. » La petite fille leva ses grands yeux bleus vers lui. « Tu es triste ?» La simplicité de la question, la sincérité enfantine, fendit quelque chose dans la cuirasse d'Aurélien. « Oui, tous les jours. Moi aussi, je suis triste. Mais maman dit que papa est dans les étoiles maintenant, qu'il nous regarde. » Elle serra son lapin contre elle. « Tu crois que c'est vrai ?» Aurélien s'accroupit pour être à sa hauteur. « Je crois que les gens qu'on aime ne nous quittent jamais vraiment. Ils restent dans notre cœur, dans nos souvenirs. » Chloé réfléchit à cela avec le sérieux d'un vieux philosophe. Puis, de manière totalement inattendue,
Elle se pencha et déposa un petit baiser sur la joue rugueuse d'Aurélien. « C'est pour que tu sois moins triste », expliqua-t-elle simplement. Aurélien sentit les larmes lui monter aux yeux. Cette innocence, cette bonté instinctive, il ne la méritait pas. Absolument pas. « Merci, Chloé, » murmura-t-il d'une voix rauque. « Tu peux me lire une histoire ?»« Bien sûr. » Ils s'installèrent dans le grand fauteuil en cuir. Chloé blottit contre lui, et Aurélien commença à lire Le Petit Prince. Sa voix tremblait légèrement sur certains passages, particulièrement quand le renard expliquait l'importance des liens. On ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux. Inès les trouva ainsi 1 heure plus tard. Elle s'arrêta sur le seuil du bureau, observant cette scène surréaliste. Sa fille endormie contre la poitrine du vieil homme, le livre ouvert sur ses genoux, lui-même assoupi dans le fauteuil. Pendant un instant, juste un instant, quelque chose vacilla dans son cœur. Le soir tomba rapidement, plongeant Kervéan dans une semi-obscurité inquiétante. Le vent avait repris de plus belle, faisant gémir les vieilles poutres de la charpente. Aurélien prépara un dîner simple, pâtes à la carbonara, salade, fruits, qu'ils mangèrent tous ensemble dans la grande salle à manger. L'atmosphère était moins tendue qu'au petit déjeuner. Les enfants parlaient, racontaient des anecdotes de l'école, posaient 1000 questions sur la maison. Théo lui-même semblait s'être légèrement dégelé, acceptant même de répondre quand Aurélien lui demandait quel était son sport préféré. « Le foot », répondit le garçon. « Je joue au club de Quimper, milieu de terrain. »« Comme Zidane », sourit Aurélien. « T'aimes le foot ?»« J'aimais. Plus beaucoup le temps maintenant. Mais dans ma jeunesse, je jouais. Pas très bien, mais j'aimais ça. » Pour la première fois, Théo esquissa quelque chose qui ressemblait à un sourire. Après le dîner, pendant qu'Inès couchait Marius et Chloé, Théo resta dans le salon avec Aurélien. Ils regardaient distraitement la télévision, mais aucun des deux ne suivait vraiment le programme. « Pourquoi tu vis tout seul dans cette grande maison ?» demanda soudain Théo. Aurélien réfléchit à sa réponse. « Parce que je ne sais pas faire autrement. Après la mort de ma femme, je me suis coupé du monde. C'était plus facile que d'affronter ma solitude. C'est stupide. Tu as raison. Maman dit que les gens riches sont souvent malheureux parce qu'ils ont oublié ce qui compte vraiment. » Théo le regarda avec un mélange de défi et de curiosité. « C'est vrai pour toi ?» Aurélien sentit une boule dans sa gorge. « Oui, j'ai passé ma vie à accumuler de l'argent, du pouvoir, de la réputation. Et au final, je me retrouve seul dans une maison trop grande, sans personne à qui parler. Elisabeth me l'avait dit, elle m'avait prévenu que l'argent ne rendait pas heureux si on perdait son humanité pour l'obtenir. Elle avait raison. Oui, Théo se tut un moment, puis « Si tu écris la lettre que maman demande, tu perdras encore plus, non? Tes amis, ta réputation, tout ça? Probablement. Alors pourquoi tu le ferais ?» Aurélien se tourna vers le garçon, surpris par la perspicacité de la question. « Peut-être parce qu'il reste une dernière chose que je peux encore perdre, mon âme. Et contrairement à tout le reste, je préférerais la garder. » Théo hocha lentement la tête, digérant ses paroles. « Maman dit que tu es un lâche, mais je crois que t'es juste. Perdu. Ta mère a raison, je suis un lâche, mais peut-être qu'il n'est pas trop tard pour changer. » La nuit était profonde quand le hurlement déchira le silence. Aurélien se redressa brutalement dans son lit, le cœur battant. Un cri d'enfant, aigu, terrifié. Il bondit hors du lit, attrapa sa robe de chambre et se précipita dans le couloir. La lumière était allumée dans la chambre de Marius. Inès était déjà là, tenant le petit garçon dans ses bras. Marius tremblait violemment, son front brûlant de fièvre, ses joues écarlates contrastant avec la pâleur cadavérique du reste de son visage. « Il est brûlant !» dit Inès d'une voix paniquée. « Mon Dieu, il est brûlant !» Aurélien s'approcha, posa sa main sur le front de l'enfant. La chaleur était effrayante. « Depuis quand ? » ?»« Je ne sais pas. Il dormait bien il y a 1 heure. » Les larmes coulaient maintenant sur les joues d'Inès. « Il faut l'emmener à l'hôpital. La route est bloquée, tu te souviens ? Je me fous de la route. Mon fils est malade. » Marius gémit faiblement, ses petits yeux vitreux à peine ouverts.
Maman, j'ai mal. Théo et Chloé apparurent dans l'embrasure de la porte, réveillés par le bruit. Chloé se mit immédiatement à pleurer en voyant son petit frère. Aurélien prit une décision. Habille-le chaudement, on y va. Mais la route, je connais un chemin de terre qui contourne l'éboulement. C'est dangereux par ce temps, mais c'est possible. Allez, vite. En moins de 10 minutes, tout le monde était habillé. Aurélien enveloppa Marius dans une couverture en laine, le porta jusqu'au garage où dormait son vieux Range Rover. Inès installa Théo et Chloé à l'arrière, boucla leur ceinture avec des gestes fébriles. La pluie battante transformait le pare-brise en cascade opaque. Aurélien démarra, les essuie-glaces peinant à déblayer la vue. Le chemin de terre dont il avait parlé serpentait à travers la lande, longeant le bord des falaises. Par temps normal, c'était déjà une route difficile. Par cette tempête, c'était un suicide, mais il n'y avait pas le choix. Les phares découpaient des cônes de lumière blanche dans l'obscurité totale. Le vent faisait tanguer le véhicule. Les roues patinaient dans la boue, dérapant dangereusement près du vide. Inès serrait Marius contre elle, murmurant des prières incohérentes. À l'arrière, Théo tenait la main de Chloé, son jeune visage crispé par la peur, mais déterminé à être fort pour sa petite sœur. « Tiens bon, mon bébé », répétait Inès. « Oui, on arrive. Tiens bon. » Marius gémissait faiblement, son petit corps secoué de tremblements. Sa respiration était sifflante, laborieuse. Aurélien conduisait avec toute sa concentration, ses mains crispées sur le volant. À un moment, le véhicule glissa violemment sur le côté, les roues arrière s'approchant dangereusement du précipice. Inès poussa un cri, mais Aurélien corrigea, redressant le Range Rover de justesse. « Encore 5 kilomètres » grogna-t-il entre ses dents serrées. Les minutes s'étirèrent comme des heures. Chaque virage était une épreuve, chaque montée un combat contre les éléments déchaînés. Mais Aurélien ne ralentissait pas. Il pensait à Élisabeth, à sa dernière chance de faire quelque chose de bien, de racheter ne serait-ce qu'une fraction de ses fautes. Finalement, les lumières de Quimper apparurent dans le lointain, l'hôpital. Ils avaient réussi. Aurélien se gara dans le parking des urgences, klaxonna pour alerter le personnel. Des infirmiers sortirent en courant avec un brancard. Marius fut rapidement pris en charge, emporté à l'intérieur dans un tourbillon d'activité médicale. Inès le suivit en courant, Théo et Chloé dans son sillage. Aurélien resta dehors un moment, trempé par la pluie, les jambes tremblantes d'épuisement et d'adrénaline. Puis, il entra à son tour, s'effondra sur une chaise en plastique dans la salle d'attente déserte. 1 heure passa, puis 2. Les néons blancs bourdonnaient au plafond. L'odeur d'antiseptique saturait l'air. Théo et Chloé s'étaient endormis sur des chaises, serrés l'un contre l'autre. Inès faisait les 100 pas, les yeux rouges, les mains tremblantes. Enfin, un médecin sortit. « Madame Garnier ?» Inès se précipita. « Mon fils !» « Il va s'en sortir. Pneumonie aiguë contractée suite à l'hypothermie de l'autre nuit. Vous êtes arrivé juste à temps. 1 heure de plus. » Le médecin laissa la phrase en suspens, mais le message était clair. Inès s'effondra sur une chaise, le visage dans les mains, ses épaules secouées de sanglots de soulagement. Aurélien s'approcha lentement, hésitant. « Merci, » murmura Inès sans lever la tête. « Merci, tu nous as sauvés. » Aurélien ne répondit pas. Il posa simplement une main sur son épaule, un geste maladroit de réconfort. Et pour la première fois depuis 20 ans, il sentit qu'il avait fait quelque chose de juste, quelque chose qui comptait vraiment. Les 3 jours qui suivirent, l'hospitalisation de Marius furent parmi les plus étranges de la vie d'Aurélien Marchand. L'enfant demeura en observation à l'hôpital de Quimper, sous perfusion, son petit corps luttant contre l'infection qui avait failli l'emporter. Inès ne quitta pratiquement pas son chevet, dormant sur un fauteuil inconfortable de la chambre pédiatrique, refusant de rentrer à Kervéan. Théo et Chloé alternaient entre l'hôpital et la propriété, qu'Aurélien avait transformé en refuge temporaire pour cette famille qu'il commençait à peine à connaître. Le vieil homme se découvrait des talents de gardien d'enfants qu'il ne se connaissait pas.
Il préparait les repas, aidait Chloé avec ses devoirs que l'école lui avait envoyés par email, jouait au football avec Théo dans le grand jardin détrempé. Ces gestes simples, ces routines banales, comblaient un vide qu'il n'avait jamais su nommer. Le troisième soir, alors que Marius dormait paisiblement et que la fièvre avait enfin baissé, Aurélien vint chercher Inès à l'hôpital. Elle était épuisée, les traits tirés, les yeux cernés de noir. Il l'emmena manger dans une petite crêperie du centre-ville de Quimper, un établissement modeste aux nappes à carreaux rouges et blancs, loin du luxe auquel il était habitué. Ils s'installèrent près de la fenêtre donnant sur la place pavée, où les dernières lueurs du jour se noyaient dans les nuages. Inès commanda machinalement une galette complète. Aurélien un cidre doux qu'il ne but presque pas. Le silence entre eux n'était plus hostile, mais chargé d'une gravité nouvelle. « Tu lui as sauvé la vie », dit finalement Inès, ses doigts jouant nerveusement avec sa serviette en papier. « Je ne l'oublierai jamais. N'importe qui aurait fait la même chose. » Non. Elle leva les yeux vers lui, et Aurélien y lut une émotion complexe, mélange de gratitude et de confusion. Pas n'importe qui, et surtout pas l'homme que je croyais que tu étais. Aurélien détourna le regard vers la fenêtre. Dans le reflet trouble de la vitre, il voyait son propre visage vieilli, marqué par les années et les regrets. L'homme que j'étais, il y a 20 ans, aurait peut-être hésité, calculé les risques. Pensé à sa responsabilité légale si quelque chose tournait mal. Mais cet homme, il est mort avec Elisabeth. Ce qui reste, c'est juste un vieux con qui essaie de comprendre comment il a pu gâcher autant de vies. Inès baissa la tête, les larmes perlant à ses paupières. Je suis venu à Kervéan avec tellement de haine, j'avais tout planifié, j'attendais cette tempête depuis des semaines, surveillant la météo comme une obsédée. Je voulais te faire mal, te confronter, te briser comme tu m'avais brisé. Et maintenant, sa voix se cassa. Maintenant, je ne sais plus. Tu as risqué ta vie pour mon fils. Comment suis-je censé continuer à te haïr après ça? La crêpière apporta leur plat, brisant momentanément la tension. Ils mangèrent en silence, chacun perdu dans ses pensées. Autour d'eux, la vie de la crêperie continuait, des couples qui riaient, des familles avec des enfants turbulents, des étudiants qui parlaient tout fort. Un monde normal dont ils semblaient exclus. J'ai réfléchi à ce que tu m'as demandé, dit Aurélien après avoir repoussé son assiette à moitié pleine. La lettre, la reconnaissance publique. Inès se raidit. Et je vais la faire. Pas parce que tu me l'as demandé, pas même pour racheter mes fautes, mais parce que c'est juste, parce qu'Elisabeth aurait voulu que je le fasse, parce qu'il est temps que je cesse de me cacher derrière ma lâcheté. Inès le fixa, incrédule. « Ah, tu es sérieux ?» Complètement. Aurélien sortit de sa poche un papier plié. « Je l'ai écrite hier soir, à l'hôpital, pendant que tu dormais près de Marius. J'ai contacté le rédacteur en chef du télégramme. Elle paraîtra demain. » Il déplia le document et le tendit à Inès. Ses mains tremblaient légèrement. Inès prit la lettre, ses yeux parcourant rapidement les lignes. Son visage passait par toute une gamme d'émotions. Surprise, incrédulité, soulagement et quelque chose qui ressemblait presque à du chagrin. Quand elle releva la tête, les larmes coulaient librement sur ses joues. « Je ne pensais pas que tu le ferais vraiment, » murmura-t-elle. « Moi non plus. Mais Théo m'a dit quelque chose l'autre soir. Il a dit que j'étais perdu, et il avait raison. Je suis perdu depuis tellement longtemps que j'avais oublié ce que c'était que d'avoir une boussole morale. Cette lettre, c'est un premier pas, peut-être le seul que je puisse faire. » Inès replia soigneusement le document, le pressa contre sa poitrine. « Tu sais ce que ça va te coûter ?»« Oui, mes anciens associés vont me détester. Les investisseurs avec qui j'ai travaillé vont me tourner le dos. Mon nom sera traîné dans la boue. Mais tu sais quoi ?» Aurélien sourit tristement. « Je m'en fous, parce que pour la première fois depuis des décennies, je vais pouvoir me regarder dans un miroir sans avoir envie de vomir. » Le silence retomba entre eux, mais cette fois, c'était un silence apaisé, presque complice. « Je ne te pardonnerai jamais complètement.
dit Inès doucement. Ce que tu as fait, les conséquences, elles sont gravées dans ma vie comme des cicatrices. Mais, elle chercha ses mots, mais je peux arrêter de te haïr. Je peux accepter que tu es un humain imparfait qui a fait des choix terribles et qui essaie maintenant de les réparer. C'est déjà beaucoup. C'est plus que je ne mérite, probablement. Un petit sourire traversa fugitivement les lèvres d'Inès. Mais mes enfants t'aiment bien, surtout Chloé. Elle n'arrête pas de parler du gentil monsieur qui lit des histoires. Et Marius, dans son délire fiévreux, t'a appelé papy. Aurélien sentit sa gorge se serrer. Je n'ai jamais eu d'enfant, Elisabeth et moi. On a essayé, mais ça n'a jamais marché. Elle en a beaucoup souffert. Et moi, j'étais tellement absorbé par mon travail que je n'ai jamais vraiment réalisé ce que nous avions perdu. Les enfants ont un don pour voir au-delà des façades, dit Inès. Ils perçoivent l'authenticité. Si Chloé et Marius t'apprécient, c'est qu'ils sentent que tu es sincère dans ta volonté de changer. Et Théo? Théo. Inès sourit avec tendresse. Théo est comme moi, il a du mal à pardonner, mais il respecte le courage, et ce que tu fais en écrivant cette lettre, c'est du courage, il le voit. Le lendemain, la lettre parut en première page du Télégramme, sous un titre sobre mais percutant. Aurélien Marchand reconnaît avoir sacrifié une innocente il y a 20 ans. Le texte était brutal dans sa sincérité. Il y a 2 décennies, j'ai dirigé l'entreprise Marchand Développement avec ce que je croyais être de l'efficacité et du pragmatisme. Mais derrière ces mots se cachait une lâcheté profonde que je ne peux plus taire. Lors de l'affaire du lotissement de Concarneau, des irrégularités comptables ont été découvertes. Le vrai responsable était mon directeur financier, Paul Kermarek, un homme protégé par des relations politiques puissantes. Plutôt que de l'affronter, j'ai choisi de sacrifier ma comptable, Inès Bertrand, alors âgée de 23 ans et enceinte de son premier enfant. Je l'ai licenciée, laissant porter sur elle un blâme qui n'était pas le sien, détruisant sa carrière, sa réputation et indirectement sa vie familiale. Mon épouse défunte, Elisabeth Marchand, a tenté de me faire revenir sur cette décision. Elle savait que j'agissais par pur calcul et lâcheté. Je ne l'ai pas écoutée. Cette décision a empoisonné notre mariage et a contribué à la détresse de Madame Garnier, née Bertrand, qui a dû reconstruire sa vie dans des conditions d'une injustice révoltante. J'écris ces mots non pour me racheter. Rien ne peut racheter une telle faute. Mais pour que la vérité soit enfin établie publiquement, Inès Garnier était innocente. Elle a payé le prix de mes ambitions et de ma couardise. Il est temps que son nom soit lavé. La réaction fut immédiate et violente. Les médias locaux s'emparèrent de l'affaire. Les anciens partenaires d'affaires d'Aurélien publièrent des communiqués cinglants, se dissociant de lui. Les forums Internet bruissaient de débats enflammés. Certains saluaient son courage, d'autres le condamnaient pour avoir attendu si longtemps. Paul Kermarek, l'ancien directeur financier, aujourd'hui retraité confortablement installé près de Vannes, refusa tout commentaire. Aurélien ne lisait rien. Il avait désactivé son téléphone, coupé Internet, fermé les volets de Kervéan. Pour la première fois depuis des années, il se sentait étrangement libre. Marius sortit de l'hôpital 1 semaine après son admission, pâle et amaigri, mais en bonne voie de guérison. Inès ramena sa petite famille à Kervéan, non pas parce qu'elle n'avait nulle part où aller, leur appartement à Quimper les attendait, mais parce que quelque chose avait changé. Un lien s'était tissé, fragile mais réel. Les jours qui suivirent eurent une qualité onirique. Aurélien enseignait à Théo les échecs sur l'ancien échiquier d'ivoire d'Élisabeth. Il lisait à Chloé tous les soirs, leurs sessions s'allongeant de plus en plus, passant du Petit Prince à Alice, au Pays des Merveilles, puis à Le Magicien d'Oz. Marius, encore faible, passait ses journées dans le salon, dessinant sur de grandes feuilles qu'Aurélien lui fournissait généreusement. Inès, elle, explorait la propriété comme si elle la voyait pour la première fois. Elle découvrit le jardin d'Élisabeth, envahi par les mauvaises herbes, et se mit spontanément à le nettoyer.
Aurélien la rejoignit un après-midi, tous deux travaillant côte à côte en silence, arrachant les ronces, taillant les rosiers morts, redonnant vie à ce qui avait été le refuge d'une femme disparue. « Élisabeth aurait aimé que tu fasses ça », dit Aurélien en essuyant la sueur de son front. « Tu crois ? J'en suis certain. Elle disait toujours que les jardins étaient des métaphores vivantes, qu'il fallait arracher les mauvaises herbes du passé pour que de nouvelles choses puissent pousser. » Inès se redressa, contemplant le travail accompli. Elle avait l'air d'être quelqu'un de bien. Elle était la meilleure partie de moi. Quand elle est morte, j'ai cru que j'avais tout perdu. Mais maintenant, il regarda vers la maison où les rires des enfants s'échappaient par une fenêtre ouverte. Maintenant, je me rends compte que ce n'était pas la fin. C'était juste une transition. Inès lui lança un regard en biais. « Tu sais que nous devrons partir bientôt, retourner à notre vie. »« Je sais, mais... » Elle hésita. « Les enfants aimeraient revenir, de temps en temps, si tu es d'accord. » Aurélien sentit quelque chose se gonfler dans sa poitrine, quelque chose qu'il avait cru mort depuis longtemps, de l'espoir. « Je serai honoré. » Un mois plus tard, Aurélien se tenait dans un bureau lumineux du centre de Quimper, face à Maître Lebrun, son notaire depuis 30 ans. Sur le bureau, des documents légaux s'étalaient en piles méthodiques. « Vous êtes absolument certain de vouloir faire cela, monsieur Marchand ?» demanda le notaire, ses petites lunettes perchées sur son nez aquilin. « Absolument. C'est inhabituel. Toute ma vie a été inhabituelle, Maître Lebrun. Mais pour la première fois, je fais quelque chose de juste. » Le notaire soupira et poussa les documents vers lui. « Très bien. Signez ici, ici et ici. » Aurélien signa méticuleusement, son écriture ferme, malgré le tremblement léger de ses mains vieillissantes. Quand il releva la tête, le notaire le regardait avec un mélange de respect et d'incompréhension. « Puis-je vous demander pourquoi vous faites cela ?» dit Maître Lebrun. « Après tout, Madame Garnier a refusé votre argent par le passé. Elle l'a refusé parce que c'était de l'argent sale, de la charité condescendante d'un homme qui voulait acheter son pardon. » Aurélien rangea les papiers dans une enveloppe de cuir. « Ceci est différent. C'est un héritage, une reconnaissance, une fondation qui portera le nom d'Élisabeth Marchand et qui sera dirigée par Inès Garnier. Son but, aider les personnes injustement licenciées à reconstruire leur vie, leur carrière, leur dignité. Et vous lui léguez Kervéan également. Après ma mort, oui, la maison est trop grande pour un vieil homme seul, mais elle serait parfaite pour une famille, pour des enfants qui ont besoin d'espace pour grandir, pour une mère qui mérite enfin un vrai foyer. » Le notaire hocha lentement la tête. « Votre femme serait fière, je pense. » Aurélien sentit les larmes lui monter aux yeux. « J'espère. Dieu sait que je lui ai donné assez de raisons d'avoir honte. » L'automne arriva doucement sur la Bretagne, peignant les landes de teintes dorées et ocre. Les tempêtes se firent plus rares, remplacées par des brumes matinales et des après-midi doux. Aurélien avait pris l'habitude de recevoir Inès et ses enfants tous les week-ends. Théo avait rejoint le club de football de Penmarch et Aurélien ne manquait jamais un de ses matchs, debout sur le bord du terrain avec les autres parents, criant des encouragements avec une passion qu'ils ne se connaissaient pas. Chloé avait adopté la bibliothèque de Kervéan comme son royaume personnel, y passant des heures à dévorer livre après livre. Marius, complètement rétabli, courait partout dans la propriété avec une énergie débordante, transformant chaque pièce en terrain d'aventures imaginaires. Inès, elle, avait accepté de diriger la fondation Élisabeth Marchand. Les bureaux avaient été établis dans l'ancienne aile ouest de Kervéan, transformés en espace de travail moderne mais chaleureux. Déjà, des dizaines de dossiers arrivaient chaque semaine, des histoires de vie brisées par l'injustice, des appels à l'aide que la Fondation s'efforçait de traiter avec diligence et compassion. Un dimanche après-midi de novembre, alors que le soleil déclinant embrasait l'océan, toute la famille se retrouva dans le jardin restauré d'Élisabeth. Aurélien avait préparé un goûter, crêpes au sucre, cidre chaud, chocolat pour les enfants. Ils s'installèrent sur des couvertures, profitant de la douceur inattendue de la journée. Marius,
assis sur les genoux d'Aurélien, jouait avec un petit avion en bois que le vieil homme lui avait fabriqué. Chloé lisait à haute voix un passage de l'île au trésor avec l'intonation dramatique d'une actrice en herbe. Théo, allongé sur l'herbe, mâchonnait un brin d'herbe en observant les nuages. « Regarde, papy !» cria soudain Marius en pointant le ciel. « Un oiseau géant !» Aurélien leva les yeux. Un goéland argenté planait au-dessus d'eux, porté par les courants ascendants des falaises. C'est un goéland. Ils vivent près de la mer. Comme nous. Oui, mon petit, comme nous. Inès, assise à côté d'Aurélien, lui lança un regard en coin. Tu sais qu'il t'appelle papy maintenant? Je sais. Aurélien serra doucement le petit garçon contre lui. Ça ne te dérange pas? Non. Elle sourit. Un vrai sourire, sans arrière-pensée ni ressentiment. Au contraire, je crois que c'est exactement ce dont nous avions tous besoin. Une famille, même une famille bancale et imparfaite. Toutes les familles sont bancales et imparfaites. Sage parole. Théo se redressa soudain. Maman, on peut rester dormir ce soir? Inès interrogea Aurélien du regard. Il hocha la tête avec empressement. Évidemment. Vos chambres sont toujours prêtes. Youpi! Chloé sauta sur place, faisant tomber son livre. On peut faire un feu de cheminée et regarder un film? On peut faire ce que vous voulez. La soirée s'écoula dans une atmosphère de bonheur simple et authentique. Ils regardèrent Ratatouille, les enfants blottis dans le grand canapé, Inès et Aurélien dans les fauteuils de chaque côté. Quand les enfants s'endormirent, Aurélien les porta un par un dans leur chambre. Marius d'abord, léger comme une plume, puis Chloé, qui marmonna dans son sommeil quelque chose à propos de pirates, et enfin Théo, qui, malgré son âge, accepta d'être porté sans protester. Quand Aurélien redescendit au salon, Inès était restée, contemplant les braises mourantes dans la cheminée. Il s'assit à côté d'elle, tendit ses mains vers la chaleur résiduelle. « Merci », dit-elle sans le regarder. Les pourquoi? Pour tout. Pour avoir risqué ta vie pour Marius. Pour avoir écrit la lettre. Pour la fondation. Pour. Elle se tourna vers lui, ses yeux brillants dans la pénombre. Pour nous avoir offert un foyer. C'est moi qui devrais te remercier. Vous avez ramené la vie dans cette maison. Sans vous, je serais encore en train de pourrir seul dans ma culpabilité et mon whisky. On se sauve mutuellement alors. On dirait bien. Un long silence confortable s'installa. Dehors, l'océan murmurait son chant éternel, les vagues caressant les rochers avec une douceur inhabituelle. « Tu crois qu'Élisabeth approuverait » demanda finalement Aurélien. Inès réfléchit à la question. « Je crois qu'elle serait soulagée. Elle a porté ta culpabilité comme un fardeau partagé. Maintenant que tu as fait ce qu'il fallait, elle peut enfin reposer en paix, où qu'elle soit. J'aimerais le croire. Crois-le. » Inès posa doucement sa main sur celle d'Aurélien, un geste simple, chargé de pardon et de reconnaissance. Les morts ne nous abandonnent pas. Ils nous regardent. Ils espèrent que nous deviendrons meilleurs. Et toi, tu es devenu meilleur. Aurélien sentit les larmes couler librement sur ses joues. Pour la première fois depuis la mort d'Élisabeth, ce n'étaient pas des larmes de regret ou de honte, mais des larmes de paix, d'acceptation, de gratitude pour cette seconde chance que la vie lui offrait. L'hiver arriva, puis le printemps. Les saisons tournaient avec leur rythme immuable, et avec elles, la vie à Kervéan se transformait graduellement. Inès et les enfants ne venaient plus seulement le week-end. Ils s'étaient presque installés, ne retournant à leur appartement de Quimper que pour des raisons pratiques liées à l'école et au travail. La fondation prospérait. Des articles élogieux paraissaient dans la presse, saluant l'initiative et les résultats concrets. Des dizaines de personnes injustement licenciées avaient retrouvé un emploi, une formation, une dignité. Inès se révélait être une gestionnaire exceptionnelle, alliant pragmatisme et empathie dans ses décisions. Aurélien, lui, avait trouvé un nouveau rôle. Il n'était plus le titan de l'immobilier breton, ni le reclus amer de Kervéan. Il était simplement un vieil homme qui aidait du mieux qu'il pouvait, conseillant Inès sur les aspects juridiques de la fondation, jouant avec les enfants, entretenant la propriété,
cuisinant des repas simples mais chaleureux. Un soir de mai, alors que le jardin d'Élisabeth explosait de roses et de lavande, Théo vint trouver Aurélien dans son bureau. « Papy », le mot sortait maintenant naturellement de sa bouche. « Oui, mon grand ?» Le garçon s'assit en face de lui, son visage sérieux au-delà de ses 9 ans. « À l'école, on doit faire un exposé sur quelqu'un qu'on admire. Je peux le faire sur toi ?» Aurélien sentit sa gorge se serrer. « Sur moi ? Mais, Théo, je ne suis pas un exemple. J'ai fait des choses terribles. Je sais, mais tu as aussi eu le courage de les reconnaître, de les réparer. Le prof dit que les vrais héros, c'est pas ceux qui sont parfaits, c'est ceux qui se relèvent après être tombés. » Aurélien ferma les yeux, submergé par l'émotion. Comment ce gamin qui le détestait il y a quelques mois pouvait-il maintenant le voir ainsi? « Je serais très honoré », murmura-t-il finalement. Théo sourit, ce sourire rare et précieux qu'il n'offrait pas facilement. « Merci, papy. » 2 ans passèrent. Aurélien vieillissait paisiblement, entouré de l'affection d'une famille qu'il n'avait jamais cru possible. Ses cheveux avaient blanchi complètement. Son dos s'était voûté davantage, mais ses yeux brillaient d'une lumière qu'il n'avait pas connue depuis des décennies. Inès avait définitivement emménagé à Kervéan avec les enfants, transformant la vieille demeure en véritable foyer. Des dessins de Marius ornaient les murs du couloir. Les livres de Chloé envahissaient chaque surface disponible. Les trophées de football de Théo trônaient fièrement sur la cheminée. Un matin d'automne, Aurélien se réveilla avec une douleur sourde dans la poitrine. Il ne s'alarma pas. À 66 ans, le corps envoyait régulièrement des rappels de sa mortalité. Il se leva, s'habilla lentement et descendit prendre son café comme chaque matin. Inès était déjà dans la cuisine, préparant le petit déjeuner pour les enfants avant l'école. Elle lui lança un regard inquiet. « Ça va ? Tu es pâle. Je vieillis. C'est tout. Aurélien, ça va, je te promets. » Mais la douleur persistait, s'intensifiait même. À midi, il accepta finalement de consulter son médecin. Le diagnostic tomba quelques heures plus tard. Problème cardiaque sérieux. Rien d'immédiatement fatal, mais un avertissement clair que le temps était compté. Aurélien accueillit la nouvelle avec un calme surprenant. Il avait vécu plus qu'il ne méritait. Il avait eu sa seconde chance, et il l'avait saisie. Ce soir-là, il rassembla la famille dans le salon. Les enfants, sentant la gravité du moment, restèrent inhabituellement silencieux. Inès tenait la main de Chloé, les larmes déjà brillant dans ses yeux. « Je voulais vous dire quelque chose », commença Aurélien, sa voix ferme malgré tout. « Si quelque chose m'arrive, et je ne dis pas que ce sera bientôt, mais on ne sait jamais, je veux que vous sachiez à quel point vous avez transformé ma vie. Papy. » Chloé se mit à pleurer. « Non, laisse-moi finir ma puce. » Il lui caressa doucement les cheveux. « Avant que vous n'arriviez dans cette tempête, j'étais un homme mort-vivant. Je respirais, je mangeais, je dormais, mais je n'étais pas vraiment en vie. Vous m'avez ramené à la vie. Vous m'avez donné une raison de me lever le matin. Vous m'avez appris qu'il n'est jamais trop tard pour changer, pour s'améliorer, pour aimer. » Théo essuya rageusement ses propres larmes. « Tu vas pas mourir, hein? Un jour, oui, comme tout le monde. Mais quand ce jour viendra, je partirai en paix parce que j'aurai réussi à réparer au moins une partie du mal que j'ai fait, parce que j'aurai connu l'amour d'une famille, parce que j'aurai vu Élisabeth sourire depuis là-haut, fière que j'ai enfin trouvé mon chemin. » Inès s'approcha, s'agenouilla devant lui, prit ses mains ridées dans les siennes. « Tu nous as donné un foyer, de l'espoir, une seconde chance à nous aussi. Ne parle pas de dette ou de réparation. Tu es devenu notre famille, et les familles ne se quittent jamais vraiment. » « Je sais. » Aurélien sourit à travers ses propres larmes. « C'est pour ça que je veux que vous restiez ici, que vous fassiez de Kervéan votre vraie maison. Pas après ma mort. Maintenant, officiellement, légalement, j'ai déjà parlé à Maître Lebrun. Les papiers sont prêts. » Aurélien, non. Si. Sa voix se fit ferme. « C'est juste. C'est ce qu'Élisabeth aurait voulu. C'est ce que je veux.
Cette maison a besoin de rire d'enfants, de vie, d'amour. Elle ne doit plus jamais être une prison de solitude et de regret. Marius, qui n'avait pas vraiment compris toute la conversation, grimpa sur les genoux d'Aurélien. « Je veux rester avec papy pour toujours. Et tu resteras, mon petit, pour toujours. » Les années passèrent encore. Aurélien vécut plus longtemps que les médecins ne l'avaient prédit, porté par l'amour de sa famille adoptive. Il vit Théo grandir, devenir un jeune homme sérieux et bon, obtenir son bac avec mention, partir étudier l'économie à Rennes avec l'ambition de travailler un jour pour la Fondation. Il vit Chloé s'épanouir en adolescente passionnée de littérature, écrivant ses propres histoires dans les cahiers qu'il lui offrait. Il vit Marius perdre ses dents de lait, apprendre à lire, devenir un petit garçon curieux de tout. Et il vit Inès transformer la Fondation en une institution respectée et efficace, aidant des centaines de personnes à reconstruire leur vie. Le nom d'Élisabeth Marchand était maintenant associé à la justice et à la compassion. Un héritage bien plus précieux que tout l'empire immobilier qu'Aurélien avait jadis bâti. Un matin de printemps, alors que les premières roses d'Élisabeth s'ouvraient dans le jardin, Aurélien ne se réveilla pas. Inès le trouva paisiblement endormi dans son lit, un léger sourire sur les lèvres, comme s'il rêvait de quelque chose de beau. Sur sa table de nuit, une lettre était posée, adressée à la famille. « Mes chers Inès, Théo, Chloé et Marius, si vous lisez ceci, c'est que je suis parti rejoindre Élisabeth. Ne soyez pas tristes, j'ai eu le privilège rare d'une seconde vie et je l'ai vécu pleinement grâce à vous. Inès, tu m'as appris que le pardon n'est pas de l'oubli, mais de la libération. Tu m'as montré qu'on peut porter des cicatrices sans les laisser nous définir. Continue ton travail magnifique à la Fondation. Aide d'autres personnes comme toi qui ont été brisées par l'injustice. C'est le plus beau legs qu'on puisse laisser. Théo, tu m'as enseigné qu'un enfant peut voir plus clair qu'un adulte. Ta capacité à pardonner tout en restant intègre m'a inspiré. Deviens l'homme que tu veux être, pas celui que le monde attend de toi. Chloé, ma petite lectrice, tu m'as rappelé la magie des histoires. Continue d'écrire, continue de croire que les mots peuvent changer le monde. Parce qu'ils le peuvent. Marius, mon petit bonhomme, tu m'as donné un titre que je ne pensais jamais porter. Papy, c'est le plus beau cadeau qu'on m'ait jamais fait. Grandis bien, sois bon, sois heureux. Kervéan est à vous maintenant. Faites-en ce que vous voulez, mais s'il vous plaît, gardez le jardin d'Élisabeth. C'était son endroit préféré. Le mien aussi, depuis que vous êtes entré dans ma vie. Je pars sans regret. J'ai réparé ce que je pouvais réparer. J'ai aimé et j'ai été aimé en retour. C'est plus que ce qu'un vieil homme imparfait pouvait espérer. Merci d'avoir été ma famille. Merci d'avoir été ma rédemption. Avec tout mon amour, Aurélien. Les funérailles furent simples mais émouvantes. Toute la communauté de Penmarch se déplaça, ainsi que des dizaines de bénéficiaires de la Fondation. Le maire prononça un éloge funèbre qui saluait la transformation d'un homme qui avait eu le courage de reconnaître ses fautes et de consacrer ses dernières années à les réparer. Inès lut un poème d'Élisabeth qu'elle avait trouvé dans les affaires d'Aurélien. Théo parla de l'homme qui lui avait appris les échecs et la valeur du courage moral. Chloé lut un passage du Petit Prince qui avait été le premier livre qu'Aurélien lui avait offert. Marius, trop jeune pour comprendre pleinement, déposa simplement une rose blanche sur le cercueil, murmurant « Au revoir, papy ». On enterra Aurélien Marchand à côté d'Élisabeth, sous un vieux chêne qui dominait l'océan. Sur sa pierre tombale, Inès fit graver une épitaphe simple. Aurélien Marchand, 1963-2027. Il a trouvé son chemin de retour. Épilogue. 10 ans plus tard. Le jardin d'Élisabeth était en pleine floraison. Les roses grimpaient sur les murs de pierre. Les lavandes embaumaient l'air chaud de juillet. Une grande table avait été dressée sous le vieux chêne, couverte de plats bretons traditionnels et de rires. Théo, maintenant âgé de 29 ans, était devenu le directeur adjoint de la Fondation Élisabeth Marchand. Il était marié et sa femme enceinte de leur premier enfant rayonnait à ses côtés.
Chloé, 25 ans, venait de publier son premier roman, une histoire sur la rédemption et le pardon qui avait reçu un accueil critique élogieux. Elle travaillait déjà sur le second. Marius, 23 ans, étudiait l'architecture à Paris. Il revenait régulièrement à Kervéan, sa maison, son ancre. Inès, maintenant dans la cinquantaine, dirigeait toujours la fondation avec passion. Elle avait vieilli avec grâce, ses cheveux grisonnants encadrant un visage marqué par la vie, mais illuminé par la paix intérieure. Ils étaient tous réunis ce jour-là pour célébrer l'anniversaire de la fondation. 15 ans d'existence, des centaines de vies changées, un héritage qui perdurait. Après le repas, Inès se leva et leva son verre. « Je voudrais porter un toast. À Aurélien Marchand, l'homme qui m'a brisé puis m'a aidé à me reconstruire. À Elisabeth Marchand, la femme qui n'a jamais cessé de croire en la bonté, même quand tout semblait perdu. Et à nous tous, qui prouvons chaque jour qu'il n'est jamais trop tard pour changer, pour s'améliorer, pour aimer. À Aurélien, répondirent en chœur les convives. À Papy, ajouta Marius avec un sourire. Le vent de l'océan souffla doucement à travers le jardin, faisant danser les roses et chanter les feuilles du chêne. Et pour un instant, juste un instant fugace, Inès crut sentir deux présences familières près d'elle, un vieil homme aux cheveux blancs et une femme élégante au sourire radieux, main dans la main, regardant avec fierté la famille qu'ils avaient, ensemble, aidé à créer. Les fantômes avaient enfin trouvé la paix et la vie, imparfaite et magnifique, continuait à Kervéan. Fin.